bonsoir. Ce soir, je vous invite à embarquer pour un voyage hors du commun, un voyage vers un autre monde, vers un rêve que l'humanité a longtemps caressé du regard. Ce soir, nous allons revivre l'une des plus grandes aventures de l'histoire, une mission qui a réuni des milliers de mains, des esprits brillants, des cœurs audacieux, pour accomplir ce que personne n'avait encore jamais osé faire, envoyer des hommes marcher sur la Lune, puis les ramener sur Terre. Une histoire du soir, palpitante, vibrante, humaine. Alors, installez-vous confortablement, laissez votre esprit s'ouvrir et laissez-vous porter, lentement, chapitre après chapitre, jusqu'à la fin du voyage. Bonne écoute et douce nuit. Avant les étoiles, il y eut la peur. Avant la lune, il y eut une course. Et avant les premiers pas, il y eut des années d'efforts, de risques, de douleurs et de science. En 1961, la guerre froide est à son apogée. L'URSS prend une avance spectaculaire dans la course à l'espace en envoyant Youri Gagarin en orbite terrestre. Pour les États-Unis, c'est un coup dur. Un choc. Il faut réagir. Et vite. Le 25 mai 1961, le président John Fitzgerald Kennedy, encore jeune et déterminé, lance ce qui deviendra l'un des objectifs les plus ambitieux jamais formulés par un gouvernement démocratique, envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Non seulement pour la science, mais pour l'honneur, pour le prestige et pour battre l'Union soviétique sur le terrain du progrès technologique. 8 ans plus tard, le rêve devient réalité. Le 16 juillet 1969, Apollo 11 s'apprête à décoller du centre spatial Kennedy en Floride. À bord, 3 hommes, 3 visages qui vont entrer dans la légende. Neil Armstrong, le commandant de la mission, est un ancien pilote d'essai de la NASA, discret, froid et méthodique, respecté pour son calme légendaire. Buzz Aldrin, le pilote du LEM, le module lunaire, est un ingénieur de formation, extraverti, rigoureux, passionné par les aspects techniques et humains du vol spatial. Michael Collins, le pilote du module de commande, est un homme posé, réfléchi, qui sait qu'il ne posera jamais le pied sur la Lune, mais qui jouera un rôle crucial en maintenant Columbia en orbite pendant que ses coéquipiers fouleront le sol lunaire. Apollo 11 n'est pas une improvisation, c'est l'aboutissement d'un enchaînement méthodique de programmes spatiaux. Mercury a permis de tester les vols suborbitaux et orbitaux. Gemini a servi de laboratoire pour l'amarrage, les sorties extravéhiculaires, le contrôle en orbite. Puis Apollo 7, premier vol habité du programme, suivi par Apollo 8, qui a tourné autour de la Lune, et Apollo 10, qui a répété toutes les manœuvres jusqu'à 15 km de la surface. Tout a été testé, tout a été anticipé. Ou presque. L'entraînement des astronautes a été intensif, multidisciplinaire, d'une rigueur implacable. Ils ont répété chaque phase de vol des centaines de fois en simulateur, dans des conditions contrôlées, puis en environnement réaliste. Armstrong et Aldrin ont pratiqué l'atterrissage lunaire sur le LLTV, un simulateur volant aussi instable que dangereux. En mai 1968, Armstrong en perd le contrôle et s'éjecte à moins de 100 mètres du sol, s'en sortant miraculeusement indemne. Il ne dira presque rien. Il retourne travailler le jour même. Son sang-froid deviendra un symbole. Mais l'entraînement ne s'arrête pas à la technique. Il faut aussi préparer les astronautes à la science. Apollo 11 est avant tout une mission d'exploration. Armstrong et Aldrin
reçoivent une formation en géologie lunaire. Ils apprennent à reconnaître les types de roches, à choisir les échantillons les plus significatifs. Ils s'entraînent à ramasser des pierres en scaphandre, dans des déserts volcaniques et arides qui ressemblent aux paysages lunaires. Arizona, Nouveau-Mexique, Islande. Ils manient les outils, testent les sacs à échantillons, mémorisent les procédures de documentation. Mais dans l'espace, connaître la théorie ne suffit pas. Le corps doit aussi s'adapter à un monde sans poids. Pour cela, les astronautes passent des dizaines d'heures à bord du KC-135, un avion militaire surnommé le Vomit Comet, par ceux qui l'ont expérimenté. Cet appareil spécial suit des trajectoires paraboliques, une montée raide, suivie d'une descente en chute libre contrôlée. À chaque parabole, pendant une vingtaine de secondes, la gravité terrestre semble s'effacer. Le monde se renverse, le sol cesse d'exister, les repères s'effondrent, les objets flottent, et le corps, soudain libre de toute contrainte, doit tout réapprendre. Dans cet environnement instable, les astronautes répètent inlassablement les gestes essentiels. Déployer un bras manipulateur, saisir un outil, fixer une caméra, manipuler un panneau de commande. Chaque mouvement, chaque réflexe est évalué, corrigé, automatisé. La moindre erreur dans l'espace pourrait être fatale. Mais les paraboles sont éprouvantes. Le changement brutal entre 2G, 0G, puis 2G de nouveau, malmène l'estomac. Beaucoup vomissent, presque tous luttent contre le malaise. Pourtant, il faut recommencer encore et encore, car dans l'espace, il n'y a pas de place pour l'improvisation. L'efficacité doit être immédiate, naturelle, presque instinctive. Grâce à ces entraînements, les astronautes apprennent à faire face à la pesanteur sans paniquer et à dompter un environnement qui défie leur biologie. La préparation mentale est tout aussi cruciale. On les forme à résister au stress, à la fatigue, à la solitude. Ils passent des jours entiers dans des maquettes du vaisseau, à simuler des situations d'urgence. Incendie, perte de communication, dépressurisation, il faut tout envisager. Chaque réaction est chronométrée, chaque décision analysée. En cas de problème, ils auront quelques secondes pour agir. Ils apprennent aussi à travailler ensemble, à gérer les tensions dans un espace exigu. Armstrong, Aldrin et Collins n'ont pas été choisis par hasard. Leur complémentarité est essentielle. 3 semaines avant le décollage, les 3 astronautes entrent en quarantaine préventive. Une simple grippe pourrait tout compromettre. Ils vivent dans un isolement presque total, coupés du monde, en contact uniquement avec quelques techniciens et médecins. Leurs familles ne peuvent plus les toucher. Ils se préparent, seuls, concentrés. La dimension personnelle de leur engagement est immense. Chacun d'eux est père. Chacun a laissé derrière lui une épouse, des enfants, une vie suspendue. Ils ne savent pas s'ils reviendront. Armstrong, toujours pudique, évite le sujet. Aldrin évoque parfois les aspects philosophiques du vol spatial. Il emportera même une hostie et du vin dans le module lunaire pour effectuer une brève communion silencieuse sur la Lune. Collins, lucide, se prépare à affronter l'orbite lunaire seul, dans le module Columbia. Il sait que s'il y a un problème lors de la remontée du module lunaire, il devra quitter la Lune sans ses coéquipiers. Il le fera, s'il le faut. La veille du lancement, tout est prêt. Sur le pas de tir 39A du Kennedy Space Center, la fusée Saturne V se dresse fièrement, telle une cathédrale d'acier et de feu.
Haute de 110,6 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 36 étages, elle est le lanceur le plus puissant jamais construit par l'homme. Conçue par les équipes de Werner von Braun au Marshall Space Flight Center, la Saturne V d'Apollo 11 est le fruit de plus de 10 ans de recherche, de milliers de tests et du génie d'une industrie entière mobilisée par le programme Apollo. À ses pieds, des réservoirs massifs injectent les carburants cryogéniques nécessaires à son envol. L'oxygène liquide et l'hydrogène liquide à des températures de -183 et -253 degrés Celsius, ainsi que du kérosène pour l'étage de base. Ces fluides alimentent 3 étages successifs, chacun jouant un rôle crucial dans le voyage spatial. Le premier étage, S1C, doté de 5 moteurs F1 géants développant à eux seuls 3400 tonnes de poussée, est conçu pour arracher la fusée à l'attraction terrestre et l'amener à une altitude de plus de 60 km. Il brûle 12 tonnes de carburant par seconde. Son rugissement est si intense qu'il fait vibrer le sol à des kilomètres à la ronde. Le deuxième étage, S2, alimenté par 5 moteurs J2 fonctionnant à l'hydrogène et à l'oxygène liquide, prend le relais pour porter la charge utile jusqu'aux frontières de l'espace. Il propulse la fusée à plus de 20 000 km/h, poursuivant l'ascension au-delà de la stratosphère. Enfin, le troisième étage, S4B, équipé d'un unique moteur J2, est chargé de placer le vaisseau Apollo en orbite terrestre, puis de l'envoyer vers la Lune lors de la manœuvre dite de TLI, Translunar Injection. Chaque étage est largué dès qu'il est vide, afin d'alléger la masse et d'optimiser l'efficacité de la propulsion. Le tout est coiffé par le vaisseau Apollo, encapsulé dans une ogive conique. Le module de commande Columbia, le module de service, est caché sous l'adaptateur, le module lunaire Eagle replié. Cette gigantesque machine, d'un poids total de 2900 tonnes au décollage, a été transportée plusieurs semaines auparavant, depuis le VAB, Vehicle Assembly Building, jusqu'au pas de tir à l'aide du Crawler Transporter, un engin chenillé titanesque pesant 2700 tonnes. Le déplacement de la fusée sur les 5 km du trajet a pris plus de 6 heures, à une vitesse d'environ 1,6 km/h. Dans les heures précédant le lancement, la Saturne V est entourée d'une brume blanche causée par l'évaporation des carburants cryogéniques. Des systèmes de ventilation maintiennent la fusée sous surveillance constante. Des milliers de capteurs enregistrent la moindre variation de pression, de température, de vibration. L'ensemble du système fonctionne comme un organisme vivant, surveillé par une armée d'ingénieurs depuis le Firing Room du Launch Control Center. Pendant ce temps, à quelques centaines de mètres de là, dans les quartiers de mise en quarantaine, les 3 astronautes s'apprêtent à vivre la mission de leur vie. Installés dans une chambre stérile, ils relisent une dernière fois leur checklist en silence ou à voix basse. Leurs équipements sont prêts, leurs esprits aussi. Ils s'endorment dans une atmosphère calme et disciplinée, bercés par la conscience du défi à venir et par la présence, juste au-delà des murs, de la machine la plus complexe jamais construite par l'homme, celle qui bientôt les emmènera vers la Lune. À 4h15 du matin, Dick Slayton, le responsable des opérations de vol habité à la NASA, pousse la porte de leur quartier. Pas de mots inutiles. Un simple regard suffit. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins se lèvent. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Cela fait des années qu'ils s'y préparent. Ils passent par la salle médicale.
une vérification rapide des signes vitaux, tension, température, réactivité. Tout est parfait. Les 3 hommes sont en pleine forme. Aucune contre-indication. La mission peut se poursuivre. Puis vient le petit déjeuner, un rituel propre aux astronautes depuis les missions Mercury. Steak grillé, œufs brouillés, tartines beurrées, jus d'orange, café noir. Ce menu est tout sauf anodin. Riche en protéines, pauvre en fibres, il est pensé pour limiter les besoins digestifs durant les heures critiques du vol. Ils mangent dans une ambiance calme, accompagné de Dick Slayton et de Jim Lovell, l'astronaute remplaçant de Collins. Quelques sourires, quelques plaisanteries. Mais sous la surface, chacun est déjà concentré, l'esprit tendu vers la mission. Vers 5h30, ils quittent la salle à manger pour rejoindre la salle d'habillage au sein du bâtiment des opérations et de contrôle. Là, une équipe de techniciens spécialisés les aide à enfiler leur combinaison A7L. Ce n'est pas un vêtement, c'est une machine de survie. Avant tout, une combinaison de refroidissement leur est fixée au corps. Un réseau de tubes capillaires où circule de l'eau régulée thermiquement pour éviter toute surchauffe corporelle. Par-dessus, la combinaison spatiale principale, pressurisée, blanche, articulée, renforcée de plusieurs couches protectrices contre le vide, les micrométéorites et les rayonnements. Ils ajoutent les bottes, les gants, le casque, puis le système dorsal, leur unique source d'oxygène une fois dans le vide lunaire. En parallèle, ils commencent à respirer un mélange d'oxygène pur. Cette procédure durera plus de 2 heures. Elle vise à éliminer l'azote présent dans leur sang afin de prévenir les risques de formation de bulles gazeuses, le mal des caissons, en cas de dépressurisation. Petit à petit, leur corps s'habitue à leur nouvelle atmosphère. Ils ne sont plus tout à fait humains. Ils sont en transition vers l'espace. À 6h27, les dernières vérifications sont effectuées. Les communications fonctionnent. Les combinaisons sont étanches. Les systèmes vitaux répondent. Il est temps de partir. Les 3 hommes sortent du bâtiment. Casqués, raides dans leurs combinaisons pressurisées, ils avancent lentement vers l'ascenseur qui les amène au rez-de-chaussée. Là, les attend l'Astrovan, un véhicule argenté à l'allure de fourgonnette. Quelques dizaines de personnes les acclament discrètement à l'extérieur. Pas de grandes déclarations, juste des regards, une forme de respect silencieux. Le trajet jusqu'à la rampe de lancement 39A dure environ 20 minutes. 13 km de bitume dans la lumière pâle du matin floridien. Un trajet qu'ils ont effectué des dizaines de fois en répétition. Mais cette fois, la fusée est remplie. Le compte à rebours est réel. La Terre ne les retiendra plus. Au loin, la Saturne V se dresse, immense, haute de 110 mètres, prête à rugir. Les 3 astronautes montent dans l'ascenseur jusqu'à la nacelle d'accès, à près de 100 mètres de hauteur. Dernier geste, dernière poignée de main. L'équipe au sol referme doucement la porte. À 6h54, Armstrong s'installe dans le module Columbia, à gauche, à la place du commandant. Collins prend place au centre, comme pilote du module de commande. Aldrin, le pilote du module lunaire, s'assied à droite. L'intérieur est exigu, étroit, presque oppressant. Un peu plus de 6 mètres cubes. Ils s'attachent, branchent leur combinaison au circuit de survie, vérifient les harnais, les radios, les systèmes embarqués. Puis la trappe est scellée. À cet instant, plus rien ne les relie physiquement à la Terre. Le compte à rebours se poursuit.
Il comprend des pauses techniques pour permettre des vérifications ou rattraper des retards opérationnels. Les communications sont constantes. Chaque système, chaque sous-système est confirmé comme opérationnel. À l'extérieur, plus d'1 million de personnes se sont rassemblées sur les plages de Cocoa Beach et des environs pour assister au lancement. À travers le monde, plus de 600 millions de téléspectateurs suivent les images en direct. À 9h32 précise, le compte à rebours s'approche de zéro. La séquence d'allumage est imminente. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Au bas du lanceur Saturne V, les 5 moteurs F1 du premier étage s'embrasent dans un grondement titanesque. All engine running. Durant les premières secondes, la fusée reste presque immobile, comme suspendue dans un vacillement d'acier, le temps que la poussée surpasse le poids colossal du lanceur. Puis, lentement, la Saturne V s'arrache du sol. Haute de 110,6 mètres, pesant près de 3000 tonnes au décollage, elle entame sa lente élévation dans un vacarme assourdissant. Le sol tremble sur des kilomètres à la ronde. Les vitres vibrent jusqu'à Cocoa Beach. Des colonnes de vapeur se forment instantanément autour du pas de tir, brassées par la chaleur infernale du panache d'échappement. Le ciel de Floride, d'un bleu limpide, est soudain traversé d'un sillage de feu et de fumée, immense et tourbillonnant. Les spectateurs, scientifiques, techniciens ou simples curieux assistent à une scène irréelle. La plus puissante machine volante jamais créée par l'homme s'élève dans le ciel, porteuse de 3 hommes, d'un espoir collectif et d'un défi que personne n'aurait cru possible quelques années plus tôt. À l'intérieur, l'accélération est fulgurante. Le premier étage pousse l'équipage à près de 4 G. Chaque astronaute ressent 4 fois son propre poids plaqué contre son siège. Les vibrations sont brutales, surtout durant la combustion du premier étage, qui fait trembler tout le vaisseau comme une structure en ferraille lancée sur des rails déformés. Collins décrira plus tard cette phase comme une lutte chaotique contre la gravité, avant que la transition vers le deuxième étage n'adoucisse le vol. Peu à peu, les secousses se réduisent, la fusée accélère sans relâche, et la sensation devient plus fluide, presque silencieuse en comparaison. À T plus 2 minutes 41 secondes, le premier étage est largué. Il retombe dans l'Atlantique. Le deuxième étage prend le relais, puis est lui aussi séparé. Enfin, le troisième étage, le S-4B, entre en action et place le vaisseau en orbite terrestre. À 9h44, Apollo 11 est à environ 185 km d'altitude. La vitesse atteint près de 28 000 km/h. Armstrong transmet, insertion orbitale confirmée, aucun problème. Les 3 hommes retirent leurs casques et gants. Leur corps flotte légèrement. La pesanteur est là. Des stylos, des fiches techniques s'élèvent doucement autour d'eux. Collins commence immédiatement la procédure P-52, une opération de recalibrage de la plateforme inertielle en pointant des étoiles. C'est une opération critique pour garantir une navigation précise dans l'espace profond. Pendant ce temps, Armstrong et Aldrin effectuent les premières vérifications du module de commande. Tout est nominal. Apollo 11 effectue une orbite et demie autour de la Terre. Environ 1h30 pour compléter les derniers ajustements. Au sol, les ingénieurs analysent les données, ajustent les calculs, affinent la trajectoire.
2h44 après le décollage, alors qu'Apollo 11 survole une seconde fois l'océan Pacifique à plus de 28 000 km/h, le vaisseau entame une manœuvre cruciale, l'injection translunaire. Le moteur principal du troisième étage de la fusée, le S-4B, s'allume de nouveau, cette fois pendant environ 5 minutes. C'est une poussée douce, mais continue. L'objectif, atteindre la vitesse d'évasion de la Terre, environ 39 000 km/h, et quitter son orbite pour entamer un voyage de près de 3 jours à travers l'espace profond. Une fois la poussée terminée, les 3 hommes flottent sur une trajectoire directe vers la Lune. Il faut alors détacher le module de commande, Columbia, du S-4B, pivoter à 180 degrés, puis s'arrimer délicatement au module lunaire Eagle, encore logé dans le cône du troisième étage. Michael Collins prend les commandes. Ce type de manœuvre de rendez-vous spatial a été répété des dizaines de fois dans les simulateurs. Chaque geste est millimétré. Collins détache Columbia, effectue la rotation, s'approche lentement du module lunaire, puis verrouille l'amarrage. Soft docking réussi, annonce-t-il, avant de procéder à l'arrimage complet. Une fois les 2 modules solidement unis, le S-4B est largué et envoyé en orbite solaire. Apollo 11 est désormais un vaisseau complet, prêt pour le transit vers la Lune. Columbia à l'avant, Eagle à l'arrière. À partir de là, le quotidien en apesanteur commence. L'intérieur du module de commande mesure moins de 6 mètres cubes habitables. Il n'y a pas d'intimité, pas de lit, pas de douche, rien qui ressemble à un chez-soi. Mais c'est ici que les 3 hommes vont vivre pendant les prochaines 76 heures. Ils s'organisent vite, période de travail, de repos et quelques instants de détente. Quelques heures après l'injection translunaire, Houston remarque une brève absence de communication. Inquiet, le centre appelle Apollo 11. Michael Collins répond avec un sourire dans la voix. Si on tarde à vous répondre, c'est qu'on grignote des sandwichs. Rires au sol. Le Capcom répond qu'il aimerait bien faire pareil. Ce ton détendu, professionnel mais léger, donne le rythme du voyage. En apesanteur, chaque geste demande un réapprentissage. Les repas sont constitués de rations lyophilisées. Il faut ajouter de l'eau, malaxer les sachets, aspirer ou extraire la nourriture avec une cuillère spéciale. Il n'y a pas d'eau chaude à bord, seulement de l'eau à température ambiante. Le café se boit à la paille, dans une poche plastique. La nourriture est jugée fonctionnelle, mais monotone. Armstrong note cependant que l'appétit reste bon, preuve que l'équipage s'adapte bien. L'hygiène est sommaire, pas de lavabo, pas de douche. Les astronautes utilisent des lingettes humides pour se nettoyer. Le dentifrice doit être avalé, faute de points d'eau pour se rincer. Les besoins naturels posent un défi plus complexe. Pour uriner, ils utilisent des sacs reliés à une soupape qui éjecte l'urine dans l'espace. Lors de certaines retransmissions vidéo, on distingue même des petits flocons brillants à l'extérieur du vaisseau. L'urine, gelée instantanément, se transforme en cristaux flottants. Pour les selles, l'opération est plus délicate. Des pochettes plastiques spéciales munies d'un produit désinfectant doivent être utilisées. Les astronautes s'en accommodent avec patience et discrétion, mais chacun ajuste son alimentation pour limiter ses contraintes. Malgré ces conditions, le moral reste excellent. Armstrong, en tant que commandant, supervise les opérations et maintient à jour le journal de bord. Collins, responsable de la navigation, utilise un sextant pour viser des étoiles et corriger la plateforme inertielle. Aldrin lit les coordonnées et entre les données dans l'ordinateur de bord.
les trois hommes suivent une discipline rigoureuse, ponctuée de communications régulières avec Houston. Lorsqu'ils ont du temps libre, ils regardent par les hublots. Ils prennent des photos de la Terre qui s'éloigne, d'abord une grande sphère bleu-blanche, puis un simple point lumineux suspendu dans le vide. La Lune, elle, grandit lentement. Elle passe d'un croissant discret à un globe menaçant, criblé de cratères. Ils écoutent un peu de musique sur un petit magnétophone à cassette. On dit que Buzz a emporté du Frank Sinatra et que Collins aimait la musique country. L'ambiance dans le vaisseau reste calme. Armstrong, de nature réservée, se concentre sur les procédures. Aldrin est plus bavard, toujours prêt à commenter les observations. Collins joue souvent le rôle du lien entre les deux. Des plaisanteries s'échangent. En cherchant une étoile de navigation nommée Menkend, Collins lâche avec humour. Personne d'esprit sain n'aurait choisi celle-là. Ce qui provoque un rire d'Aldrin. Ils discutent aussi du confort thermique. Aldrin trouve qu'il fait un peu frisquet. Armstrong répond qu'il est plutôt à l'aise. Ces petits dialogues, captés dans les enregistrements, rappellent qu'ils restent humains, même à 300 000 km de chez eux, dans le vide absolu. Pendant le transit, quelques corrections de trajectoire sont effectuées. Grâce à la précision du lancement, elles sont minimes. De courtes impulsions des moteurs du module de service suffisent à ajuster le cap. Le 19 juillet, après environ 76 heures de vol, Apollo 11 entre dans la sphère d'influence de la Lune. Le vaisseau est désormais attiré par la gravité lunaire. Sa vitesse augmente jusqu'à environ 7200 km/h. À l'approche de la face cachée de la Lune, une manœuvre critique est prévue, la mise en orbite lunaire, ou Lunar Orbit Insertion. Le moteur principal du module de service est allumé pendant environ 6 minutes, mais le tout se déroule hors du contact radio avec la Terre. Le silence est total. Lorsqu'Apollo 11 réapparaît enfin, Collins annonce « Nous sommes en orbite lunaire. » Tout est nominal. Soulagement général. Il est 17h20 en temps universel, le 19 juillet. La mission prévoit plusieurs orbites de reconnaissance avant de tenter l'alunissage. Armstrong et Aldrin commencent à transférer leur équipement dans le module lunaire Eagle. Ils l'activent, vérifient les systèmes. Le 20 juillet 1969, peu après 12h50, Neil Armstrong et Buzz Aldrin quittent le module de commande Columbia pour passer dans le module lunaire Eagle. Ils franchissent l'écoutille de tunnel, s'installent dans la cabine étroite du LEM et commencent l'activation de ces systèmes. Le vaisseau est situé à environ 100 km d'altitude au-dessus de la Lune. Le désarrimage est confirmé peu après, lorsque Eagle se sépare lentement de Columbia. À la radio, le Capcom à Houston confirme « Eagle, vous êtes paré pour la descente ». Michael Collins, seul à bord de Columbia, suit visuellement l'opération depuis l'orbite. Armstrong annonce fièrement « L'aigle a des ailes », signalant que le LEM évolue désormais de manière autonome. Aldrin, détendu, plaisante. On est numéro 1 sur la piste de décollage. Tandis qu'Armstrong et Aldrin s'apprêtent à entrer dans l'histoire, Michael Collins reste seul à bord du module de commande Columbia, en orbite autour de la Lune. Chaque fois que sa trajectoire le fait passer derrière la face cachée, il est totalement coupé du monde. Aucune communication possible avec la Terre, ni avec ses coéquipiers. Pendant 48 minutes à chaque orbite, il est l'unique conscience humaine de ce côté de l'univers. Collins ne se plaint jamais de cette solitude. Il racontera plus tard n'avoir ressenti ni peur, ni isolement,
simplement une concentration extrême sur ses responsabilités, veiller au bon fonctionnement du vaisseau, préparer le retour, suivre la télémétrie. Dans son carnet, il notera même une sensation de paix, de sérénité profonde. Mais il sait aussi que si quelque chose tourne mal à la surface, il devra quitter l'orbite lunaire seul et rentrer sur Terre en portant le poids d'une tragédie. Ce scénario, qu'il n'eut heureusement jamais à vivre, ajoute une intensité discrète à son rôle. La presse le surnommera « l'homme le plus seul du monde », ce qu'il relativisera avec humour, rappelant qu'il était bien trop occupé pour se sentir isolé. Pendant ce temps, le module lunaire continue sa descente depuis une orbite basse d'environ 110 km sur 15 km. Une première mise à feu rétrograde réduit l'altitude de l'orbite. Puis, vers 15 km d'altitude et à environ 500 km du site d'atterrissage, le moteur principal de descente s'allume automatiquement, initiant la descente. Cette phase critique est appelée Powered Descent Initiation. Il est environ 20h05. Durant les premières minutes de cette descente motorisée, Eagle suit une trajectoire programmée par l'ordinateur de bord. Le système de navigation est assisté par des données radar et gyroscopiques. Armstrong et Aldrin surveillent de près les paramètres. Le module avance tout en ralentissant sa vitesse horizontale. À ce stade, le guidage est automatisé mais exige une vigilance constante. À environ 6000 mètres d'altitude, une alarme retentit. 1202. Aucun des deux astronautes ne reconnaît immédiatement ce code. Aldrin le communique rapidement à Houston. L'inquiétude monte. S'agit-il d'un défaut majeur? L'ingénieur Steve Bales, spécialiste du système de guidage, analyse en direct la situation. Il comprend que l'ordinateur est momentanément saturé par des données inutiles provenant du radar de rendez-vous, mais que ses fonctions essentielles sont maintenues. Charlie Duke, Capcom, donne alors l'instruction rassurante. Nous sommes OK sur cette alarme. Peu après, une nouvelle alarme apparaît. 1201. La même cause, la même réponse. L'ordinateur priorise les tâches critiques et suspend temporairement les processus non essentiels. Grâce à cette robustesse logicielle et à la réactivité des équipes, la descente peut continuer. Steve Bales recevra plus tard une décoration officielle à la Maison-Blanche pour ce rôle clé. Un autre problème mineur affecte la descente. La communication radio devient intermittente. Ce phénomène est causé par une mauvaise orientation de l'antenne haut gain, liée à la configuration du système de pointage automatique. Heureusement, lorsque le contact est perdu, Michael Collins assure une partie du relais radio depuis Columbia. Après 8 minutes de descente, Eagle se trouve à environ 1500 mètres du sol. Le module commence à s'aligner progressivement vers une descente verticale, mais garde encore une composante horizontale. Armstrong aperçoit pour la première fois le terrain d'alunissage à travers le hublot. Il distingue la mer de la Tranquillité, grise, criblée de cratères, à l'aide du LPD, Landing Point Designator, une mire optique sur sa vitre. Il évalue la position estimée du contact au sol. Mais rapidement, il remarque un danger. La trajectoire calculée mène droit vers un cratère rempli de blocs rocheux. Certains sont aussi gros qu'une voiture. Ce site est inacceptable. Sans hésitation, Armstrong passe en commande manuelle. Il survole le cratère en réduisant la vitesse verticale de 6 mètres par seconde, à moins d'1. Il avance doucement, contrôlant le LEM comme un hélicoptère, en quête d'un endroit plus sûr. Cette manœuvre imprévue consomme du carburant supplémentaire. Aldrin surveille les jauges. À Houston,
Les contrôleurs observent que le LEM dérive et s'approche dangereusement des limites de carburant. Gene Kranz, le directeur de vol, reste prêt à ordonner une remontée d'urgence en cas de seuil critique. Finalement, à environ 23 mètres du sol, la voix de Charlie Duke retentit. 60 secondes. À ce moment précis, Aldrin annonce « Fuel 5%. » Armstrong n'a plus qu'1 minute de carburant. Il continue calmement la descente. Il repère une zone dégagée, sans gros rochers, avec seulement de petites ondulations. Le moteur continue de projeter un panache de poussière grise qui obscurcit la vue. Aldrin confirme que le module avance toujours lentement. Armstrong garde une légère vitesse horizontale pour éviter de perdre la perception du terrain. À 20h17:40, la sonde fixée sous un des pieds du LEM s'active. Une petite lumière s'allume sur le tableau de bord. Aldrin annonce « Contact lumière ». Armstrong coupe immédiatement le moteur. Le module se pose doucement. Aucun choc violent, juste un frémissement. « Houston, ici la base de la tranquillité. Le Eagle a atterri. » Ces mots sont transmis avec calme, mais à Houston, la salle d'opération explose de soulagement. Charlie Duke répond « On vous reçoit au sol, tranquillité. Vous avez toute une bande de gars ici qui viennent de tourner bleu. On respire de nouveau. » Les analyses post-mission montreront qu'il restait environ 45 secondes de carburant. La marge était étroite, mais suffisante. À l'intérieur du LEM, Armstrong et Aldrin ressentent un soulagement discret. Le module est stable, incliné de seulement 4 degrés. L'alunissage est un succès, mais l'entraînement reprend le dessus. Les deux hommes préparent immédiatement le LEM pour un possible décollage d'urgence. Ils reconfigurent l'ordinateur, vérifient les circuits d'alimentation et s'assurent que tout est prêt pour un lancement rapide si nécessaire. Une fois les vérifications faites, ils prennent le temps de contempler le paysage. Armstrong décrit une plaine grise, parsemée de roches et de petits cratères. Partout autour, le sol est plat comme l'ouest du Texas, dit-il à la radio. De petites collines s'élèvent à l'horizon. L'environnement est à la fois étranger et familier, figé dans un silence éternel. Le site d'alunissage est idéal, loin du cratère que l'équipage a évité de justesse. Les premières impressions confirment que le sol est ferme, que le LEM repose sur une base stable. Après avoir reconfiguré Eagle pour le redécollage et confirmé l'état du module, Armstrong et Aldrin peuvent enfin souffler. Houston confirme que toutes les conditions sont réunies pour rester sur place. La base de la tranquillité est sécurisée. La Lune est atteinte. Selon le plan de vol initial, Armstrong et Aldrin devaient se reposer quelques heures avant d'effectuer leur sortie sur la Lune. Mais l'excitation de l'alunissage, l'impossibilité de dormir et la volonté de profiter au plus vite de ce moment historique les poussent à proposer à Houston d'écourter ce repos. Après un repas rapide à base de rations reconstituées, ils entament la préparation extravéhiculaire, une procédure de près de 3h30. Ils revêtent leur combinaison lunaire, vérifient les circuits de survie, configurent les équipements et dépressurisent la cabine. À 2h39, le 21 juillet 1969, Armstrong signale « Écoutille ouverte ». Il se met alors à genoux sur le seuil du module et, en ouvrant la baie d'accès, déclenche automatiquement le déploiement du plateau d'équipement, le MESA, fixé sur le flanc du module. Puis, il commence à descendre lentement l'échelle extérieure, cramponné à la main courante métallique. Chaque geste est mesuré, ralenti par la combinaison encombrante
et l'exigence du moment. Il s'arrête brièvement au dernier échelon, suspendu dans le vide lunaire, à 1 mètre du sol. Là, dans ce silence absolu, il laisse retomber ses jambes, saute doucement et atterrit sur le disque plat du train d'atterrissage. Le sol lunaire n'est plus qu'à quelques centimètres. Il tend alors une botte, teste du bout du pied la poussière grise et meuble. Puis, à 2h56 pose enfin le pied entièrement sur la surface. C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Quelques minutes plus tard, Aldrin descend à son tour. Il se coince brièvement dans la trappe du module à cause de la rigidité de son scaphandre, forçant un effort supplémentaire pour s'extirper du cadre étroit, mais réussit à se dégager seul. En posant le pied sur le sol, il observe un paysage d'une austérité fascinante et le décrit avec une formule appelée à devenir célèbre. Une magnifique désolation. Découvrir la gravité lunaire, 6 fois plus faible que celle de la Terre, demande un petit temps d'adaptation. Les 2 hommes avancent d'abord prudemment, apprenant à gérer l'inertie de leur corps et de leurs équipements. Rapidement, ils adoptent une démarche sautillante, une sorte de bond rythmé qui s'avère plus naturel et stable que la marche classique. Chaque mouvement devient une exploration sensorielle du monde sélène, où le moindre pas marque une trace nette, immobile pour l'éternité. Les 2 astronautes ont un peu plus de 2 heures d'activité extravéhiculaire prévue. Pour les guider, chacun dispose d'une checklist détaillée directement fixée sur leur combinaison. Celle d'Aldrin est visible sur sa jambe gauche. Une série de cartes plastifiées, listant étape par étape les actions à réaliser à la surface, de l'échantillonnage aux prises de vue. Ce support visuel, pensé pour être lisible d'un seul coup d'œil malgré les gants rigides et la pesanteur, témoigne de l'attention portée à la lisibilité et à l'efficacité. Il incarne la rigueur du programme Apollo, jusque dans les détails pratiques du terrain. Leur première tâche est la collecte d'un échantillon dit de contingence. Armstrong, à l'aide d'une pelle à long manche, prélève rapidement de la poussière et quelques fragments rocheux à proximité immédiate du LEM. Il les place dans une poche de sa combinaison. Si une urgence les obligeait à quitter la Lune prématurément, cet échantillon garantit que quelque chose serait ramené. Ensuite, ils installent les premières expériences scientifiques. Aldrin plante un sismomètre passif et un capteur de vent solaire conçu par l'Université de Berne, une fine feuille d'aluminium destinée à capter les particules émises par le Soleil. Armstrong, lui, installe un réflecteur laser composé de petits miroirs destinés à réfléchir un faisceau envoyé depuis la Terre, permettant de mesurer la distance Terre-Lune avec une précision millimétrique. Ce dispositif est toujours utilisé aujourd'hui et a permis de prouver notamment que la Lune s'éloigne lentement de la Terre, à raison de 3,8 cm par an. Ils prennent ensuite de nombreuses photographies du site. Armstrong, équipé d'un appareil Hasselblad fixé à la poitrine, photographie Aldrin près du LEM. L'une de ces images, où Aldrin se tient debout avec Armstrong reflété dans sa visière, deviendra emblématique. Il documente également les empreintes de pas, les roches et l'état général du module. Il constate que la poussière lunaire adhère fortement aux bottes et aux surfaces, recouvrant le sol du LEM d'une fine couche grise. Elle émet aussi une odeur particulière que les astronautes décrivent comme proche de celle de la poudre à canon une fois les casques retirés dans le module. L'un des moments les plus symboliques est la pose du drapeau américain. Il rencontre des difficultés à le planter à cause de la dureté du sol sous la surface.
mais parviennent à l'enfoncer sur environ 20 cm. Un mât horizontal permet de tendre le drapeau, donnant l'illusion qu'il flotte. Quelques instants plus tard, le président Richard Nixon les appelle depuis la Maison-Blanche pour les féliciter. La liaison radio est claire. Nixon parle brièvement, déclarant que ce qu'ils viennent de faire lie à jamais l'humanité au ciel. Armstrong répond que c'est un moment de fierté pour tous les peuples de la Terre. Armstrong explore ensuite un peu plus loin, jusqu'à environ 50 mètres du module. Il prélève des échantillons plus variés, brise des roches avec un marteau géologique. Aldrin, plus proche du module, évalue la mobilité et la fatigue générées par la combinaison. Il confirme que le travail physique reste exigeant mais réalisable et que les sauts, bien qu'instables, peuvent s'apprendre. En tout, il collecte 21,55 kg de matériaux lunaires, répartis entre poussière et fragments rocheux, stockés dans 2 conteneurs hermétiques. Plusieurs anecdotes marquent leur séjour. Avant de remonter à bord, Houston leur demande de laisser un sac d'ordures sur la surface, le premier déchet humain sur la Lune. À côté de cela, un message symbolique est laissé sur place, une plaque métallique gravée au pied du lemme, portant les mots « Nous sommes venus en paix pour toute l'humanité », avec les signatures des astronautes et du président Nixon. Un petit disque en silicone, laissé dans un conteneur sur la surface, contenait des messages de paix de 73 nations et un insigne commémoratif rendant hommage aux 3 astronautes morts d'Apollo 1 est aussi laissé. Armstrong y ajoute 2 médailles soviétiques en l'honneur de Gagarine et Komarov. Quant à Aldrin, avant sa sortie, il a pris un moment privé pour célébrer une communion avec une hostie et un peu de vin dans un gobelet. Ce fut la première cérémonie religieuse accomplie sur un autre monde. Après 2h30 d'activité, l'heure du retour approche. Aldrin remonte le premier à bord, suivi par Armstrong. Celui-ci fait attention à ne pas fermer accidentellement la trappe, il n'y a pas de poignée extérieure. Une fois dans le module, il referme l'écoutille et commence la pressurisation de la cabine. Leurs scaphandres sont couverts de poussière et il remarque immédiatement son odeur et sa texture dans l'air du lemme. Le module Eagle n'est pas conçu pour le confort. Il n'y a ni couchette, ni hamac, ni même assez d'espace pour s'étendre convenablement. Armstrong et Aldrin, après l'alunissage historique, doivent pourtant tenter de dormir quelques heures avant de redécoller. Plus facile à dire qu'à faire. Armstrong improvise un couchage en s'allongeant sur le plancher, juste au-dessus du moteur de remontée. Ses jambes sont suspendues dans une sangle de fortune, sa tête appuyée contre une petite étagère. Aldrin, lui, se recroqueville en position fétale sur le sol, dans un espace si exigu qu'il ne peut étendre ni les jambes ni les bras. À ce manque de place s'ajoute l'inconfort des combinaisons spatiales qu'ils gardent en partie fermées avec les casques maintenus au début du repos par précaution. Rapidement, le froid se fait sentir. Bien que le soleil brille dehors, la température à l'intérieur du module descend à environ 16 degrés Celsius. Les systèmes de refroidissement ont été éteints pour économiser l'eau. Et sans chauffage actif ni convection d'air chaud dans cette atmosphère confinée, le froid s'installe peu à peu. Ils frissonnent, immobiles, dans leur combinaison rigide. Ajoutons à cela un environnement sonore peu propice au sommeil. La pompe à glycol vibre en émettant un bourdonnement monotone, les ventilateurs soufflent en continu, et par le hublot, la lumière solaire se reflète dans le viseur de navigation.
un rayon de lumière frappe périodiquement Armstrong en plein visage, l'obligeant à bouger ou à se couvrir. Il finit par retirer son casque pour tenter de trouver un peu plus de confort, bientôt imité par Aldrin. Mais le repos reste agité, haché. Armstrong décrira plus tard cette tentative de sommeil comme presque complètement inutile pour dormir, tandis qu'Aldrin admet n'avoir fait que somnoler par fragments, sans jamais s'endormir profondément. Pendant ce temps, à 100 km au-dessus de la surface, Michael Collins, seul à bord du module Columbia, bénéficie d'un espace plus vaste et silencieux. Privé d'interaction mais libéré des contraintes immédiates, il a reçu l'autorisation du centre de contrôle pour se reposer et parvient, lui, à trouver le sommeil sans difficulté. Au même moment, une sonde soviétique, Luna 15, lancée quelques jours avant Apollo 11, dans l'espoir de ramener un échantillon lunaire, s'écrase sur la Lune lors de sa descente. Elle tombe dans la marée Crisium à peine quelques heures avant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ne quittent le sol lunaire pour entamer leur retour. Ainsi, même dans le silence du vide, la compétition terrestre continue de faire rage, invisible mais omniprésente. Vers 17h44 le 21 juillet, Houston réveille Armstrong et Aldrin. « Good morning Houston, Tranquility Base », répond Armstrong. Ils sont fatigués, mais déterminés. La dernière phase du séjour lunaire se prépare. Quitter la Lune, retrouver Collins et rentrer sur Terre. Ils remettent leurs casques et gants, rangent les échantillons, sécurisent les équipements et entament la longue checklist pré-décollage. Tout doit être en ordre. Chaque commutateur, chaque disjoncteur. C'est alors qu'Aldrin découvre un problème potentiellement dramatique. Le petit disjoncteur responsable d'armer le circuit d'allumage du moteur est cassé. Un simple bouton de plastique brisé, probablement heurté par son sac à dos PLSS dans l'espace exigu de la cabine. Sans contact électrique, aucun signal ne pourra être envoyé au moteur. En l'état, ils ne peuvent pas quitter la Lune. Mais Aldrin garde son sang-froid. Il trouve dans la cabine un stylo Fisher Space Pen AG7 conçu pour fonctionner en absenteur. Avec précaution, il insère la pointe du stylo dans l'orifice du disjoncteur pour établir le contact. Le diamètre correspond. Le disjoncteur s'active. Le circuit est prêt. Il vient de réparer leur unique moyen de décoller. Ils informent Houston calmement de la réparation. Si certains ingénieurs diront plus tard qu'un plan de secours électrique existait, ce geste d'improvisation reste un exemple emblématique de l'adaptabilité des astronautes. Aldrin conservera ce stylo toute sa vie. À 17h54, le 21 juillet 1969, après 21h36 passées sur la surface lunaire, le module Eagle décolle. Le Capcom annonce « Vous êtes autorisé au décollage » depuis Houston. Aldrin, toujours dans son registre détendu, répond « Compris. On est numéro 1 sur la piste. » Le moteur d'ascension s'allume. Les boulons explosifs séparent l'étage supérieur du LEM de sa plateforme restée au sol. Le module s'élève lentement, sans fracas. « L'aigle a des ailes », répète Armstrong. Par le hublot, Aldrin observe des morceaux d'isolant s'envoler, regarde ces bouts partir partout et cette ombre magnifique. L'ascension est douce. Contrairement au décollage terrestre, il n'y a ni grondement ni vibration, juste un souffle de propulsion. Le moteur fonctionne pendant 7 minutes, propulsant Eagle sur une orbite elliptique de 15 km par 87 km. Des impulsions des moteurs de contrôle permettent d'ajuster l'orbite pour le rendez-vous. Pendant ce temps, à bord de Columbia,
Michael Collins effectue seul ses manœuvres de rendez-vous. Sans contact radio pendant les orbites sur la face cachée, il s'est fié aux prévisions, calculs et son instinct. Lorsqu'il repère enfin Eagle, une silhouette brillante devant l'horizon lunaire, il le filme et photographie la scène. Sur une des images, on voit le module lunaire évoluer devant la Terre en toile de fond, suspendu dans l'espace. Les deux vaisseaux entament alors la séquence finale d'approche. En abaissant puis relevant son orbite, Armstrong réduit l'écart entre les deux engins. Le rendez-vous orbital est soigneusement orchestré. À 21h35, Eagle s'amarre à Columbia. Arrimage effectif, annonce Collins. Après 28 heures de séparation, l'équipage est de nouveau réuni. Armstrong et Aldrin transfèrent les précieux échantillons lunaires, les pellicules photos et les instruments scientifiques dans Columbia. Ils nettoient autant que possible leurs scaphandres pour limiter la dispersion de la poussière lunaire, mais celle-ci reste présente, abrasive, collante, omniprésente. Le sol du module de commande se couvre d'une fine pellicule grise. Lorsque tout est transféré, il referme les écoutilles. Eagle, désormais vidé de sa précieuse cargaison, est largué. Il poursuivra quelques orbites avant de s'écraser, sans témoin, sur la surface lunaire. Après quelques orbites lunaires supplémentaires, Apollo 11 se prépare à quitter l'orbite de la Lune. Le 22 juillet, alors que le vaisseau survole la face cachée, le moteur principal du module de service est allumé pendant 2 minutes et 30 secondes. Cette manœuvre, appelée Trans-Earth Injection, envoie Columbia sur une trajectoire de retour vers la Terre. « Temps d'ouvrir les portes du LRL, Charlie », plaisante Armstrong, faisant référence au laboratoire de quarantaine dans lequel ils seront placés à l'arrivée. Charlie Duke répond « On vous voit rentrer à la maison. Tout est approvisionné. » Le voyage retour commence. Apollo 11 file à 36 000 km/h. La Lune décroît lentement dans le hublot. À Houston, Dick Slayton prend le micro pour adresser un message personnel. « Félicitations pour un travail extraordinaire. Vous avez offert un spectacle grandiose. Je pense qu'il est temps de vous reposer un peu maintenant. Et ne frayez pas avec ces microbes en route, excepté ceux du Hornet. » Les astronautes éclatent de rire. Le vaisseau entame une rotation lente, le barbecue roll, pour répartir uniformément la chaleur solaire sur sa coque. Le retour vers la Terre dure environ 60 heures. À bord, les journées s'organisent comme à l'aller. Repas, vérification, suivi de trajectoire, moment de repos. Cette fois, toutefois, la tension est retombée. L'ambiance est sereine, presque festive. Le 23 juillet, l'équipage organise une émission télévisée de 15 minutes. Chacun prend la parole. Collins rend hommage aux ingénieurs et techniciens. Aldrin parle du besoin d'exploration inhérent à l'humanité. Armstrong remercie les ouvriers anonymes du programme Apollo. À la fin de l'émission, il pointe la caméra vers la Terre, désormais grosse comme une demi-lune dans le hublot, un symbole d'unité suspendu dans le vide. Dans la salle de contrôle de Houston, les familles des astronautes assistent à ce moment. Janet Armstrong et ses enfants, Patricia Collins, Joanne Aldrin et leur fils, regardent les visages de leurs proches flotter dans l'espace. Ce n'est pas encore le retour, mais la fin est en vue. La trajectoire de retour est si précise qu'aucune correction majeure n'est nécessaire. Une légère déviation de l'amérissage est décidée en raison d'une dépression tropicale dans la zone initialement visée. Grâce à la forme de la capsule, la portance atmosphérique permet un ajustement passif de la trajectoire sans allumage moteur. Le porte-avions USS Hornet
navire de récupération, met le cap sur la nouvelle zone d'impact dans l'océan Pacifique. Le président Nixon lui-même embarque à bord pour accueillir les astronautes à leur retour. Apollo 11 est sur le point de boucler le voyage le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Le retour à la maison approche. Le 24 juillet 1969, après plus de 8 jours passés dans l'espace, Apollo 11 approche de la Terre. La veille, conformément aux procédures, les astronautes se sont séparés du module de service, ne conservant que la capsule de commande, Columbia, pour la phase finale de leur retour. C'est ce cône de 3,9 mètres de diamètre, protégé par un bouclier thermique d'ablation, qui assurera la rentrée atmosphérique. À 16h35, Columbia pénètre l'atmosphère terrestre au-dessus de l'océan Pacifique, à une altitude d'environ 120 km. La descente se fait de manière entièrement automatique. À cette vitesse, près de 39 000 km/h, le frottement contre l'air produit une chaleur intense. Une boule de plasma incandescent enveloppe la capsule. Pendant environ 4 minutes, aucune communication radio n'est possible. C'est le phénomène de blackout dû à l'ionisation des gaz. À l'intérieur, Armstrong, Aldrin et Collins subissent une décélération atteignant 6G. Ils sont plaqués contre leur siège, peinant à bouger, le souffle court. Puis, la vitesse chute sous les 2400 km/h, la température externe baisse et la capsule retrouve un environnement plus calme. 3 petits parachutes pilotes se sont d'abord déployés à environ 7000 mètres d'altitude, suivis de 3 parachutes principaux, chacun de 25 mètres de diamètre. Ils ralentissent Columbia à environ 35 km/h. À 16h50, Apollo 11 amérit dans le Pacifique, aux coordonnées 13°19' nord, 169°9' ouest, soit à quelques 1500 km au sud-ouest d'Hawaï. L'impact couche brièvement la capsule sur le flanc, mais des ballons gonflables, appelés flotteurs de redressement, se déploient automatiquement pour la stabiliser. Apollo 11 est de retour sur Terre. Aucun incident majeur ne s'est produit tout au long de la mission. À Houston, comme à bord du porte-avions USS Hornet, c'est un immense soupir de soulagement. Une euphorie retenue, mêlée de respect et d'émerveillement. Très rapidement, les équipes de récupération interviennent. Des plongeurs hélicoptères de la Navy, partis du Hornet, atteignent la capsule flottante. En raison du protocole de protection planétaire, les astronautes sont considérés comme potentiellement porteurs de micro-organismes lunaires, bien que la probabilité de ramener des agents pathogènes soit jugée infime. La NASA applique néanmoins des précautions strictes sur le site de récupération. Les plongeurs transmettent alors aux astronautes des vêtements d'isolation biologique, surnommés les BIG, des tenues étanches blanches avec capuchon transparent. Les 3 astronautes sont frottés avec une solution d'hypochlorite de sodium, tandis que la capsule Columbia est essuyée avec de la bétadine pour éliminer toute poussière lunaire potentiellement contaminée. Une photo célèbre montre les 3 astronautes assis dans le canot, revêtus de ces combinaisons insolites, tels des chercheurs en biologie attendant d'être élitreillés. Un hélicoptère Sea King les hisse à bord et les transporte immédiatement vers le Hornet. Sur le pont du navire, le président Richard Nixon est présent pour les accueillir, mais il doit se tenir à distance. Dès l'arrivée, Armstrong, Aldrin et Collins se dirigent directement vers un véhicule spécial, la MQF, la Mobile Quarantine Facility, une remorque Airstream en aluminium transformée en laboratoire étanche.
C'est à travers la vitre de cette MQF qu'a lieu la rencontre officielle avec Nixon, quelques minutes plus tard. Le président leur adresse la parole au micro, tandis que les trois hommes lui répondent avec des sourires derrière la vitre, saluant leur chef d'État depuis leur cellule mobile. Cette image, les astronautes enfermés dans leur quarantaine roulante, face au président, deviendra une icône de l'histoire spatiale. Commence alors une période de 21 jours de quarantaine stricte. Même si le risque de contamination lunaire était considéré comme quasi nul, la NASA applique le principe de précaution. La durée retenue correspond à une période d'incubation couvrant la majorité des pathogènes connus sur Terre. Les trois astronautes restent d'abord environ 80 heures à bord de la MQF, toujours sur le Hornet, accompagnés d'un médecin, le docteur William Carpentier, et d'un ingénieur. Après la récupération de la capsule, elle-même hissée sur le pont, puis confinée, le navire met le cap sur Pearl Harbor, Hawaï. Le 28 juillet, la MQF est transférée par avion jusqu'à Houston, au centre spatial Johnson. Là, elle est reliée au LRL, le Lunar Receiving Laboratory, un complexe de biosécurité construit spécialement pour recevoir les échantillons lunaires et héberger les astronautes de retour. Armstrong, Aldrin et Collins peuvent alors quitter la MQF pour un environnement plus spacieux, mais toujours entièrement isolé. Durant ces 21 jours, leur vie suit un rythme partagé entre examens médicaux, rapports techniques et quelques moments de détente. Chaque jour, ils subissent des prélèvements sanguins, des prises de température, des observations cliniques. Aucun symptôme anormal n'est détecté. Aucune trace de pathogène lunaire. En parallèle, ils entament une série de longues séances de débriefing. Derrière une vitre, ils rencontrent ingénieurs, responsables de mission, analystes. Ils décrivent chaque phase du vol, apportant des informations essentielles pour les futures missions. Armstrong détaille les performances du module lunaire, Aldrin revient sur les instruments scientifiques et la navigation. Collins évoque ses opérations en orbite lunaire. Malgré leur isolement, ces jours sont marqués aussi par quelques moments de légèreté. Le 5 août, Armstrong fête ses 39 ans à l'intérieur du LRL. Un gâteau lui est apporté à travers le sas. Il souffle ses bougies en riant de sa situation. C'est l'anniversaire le plus étrange de ma vie. Des visiteurs de marque viennent chaque jour les saluer à travers la vitre. Hauts responsables de la NASA, scientifiques, amis proches. Leurs familles aussi peuvent venir les voir, séparés par une paroi mais connectés par interphone. Le 10 août 1969, le verdict tombe. Les trois astronautes sont en parfaite santé. Aucun micro-organisme exotique n'a été identifié sur leur tenue, leurs échantillons ou leurs équipements. La quarantaine prend officiellement fin. Le docteur Charles Berry, médecin-chef de la NASA, ouvre lui-même la porte du sas. Armstrong, Aldrin et Collins sortent enfin à l'air libre, accueillis par des applaudissements nourris. Ils peuvent embrasser leurs familles, retrouver leurs enfants. Le lendemain, 11 août, une grande conférence de presse est organisée à Houston. Des centaines de journalistes venus du monde entier assistent à ce compte rendu officiel de la mission. Armstrong ouvre les discours. Ce fut un privilège de participer à cette aventure, qui ne s'est pas déroulée seulement en ce mois de juillet, mais tout au long de la dernière décennie. Pendant près de 45 minutes, les trois hommes racontent chaque étape du voyage, répondent aux questions, montrent des images inédites. L'Odyssée Apollo 11 est terminée, mais son écho commence à résonner dans les esprits, dans les salles de classe, les laboratoires, les livres d'histoire,
Une page de l'humanité s'est tournée sur le sable gris d'un autre monde, et les hommes qui l'ont écrite sont rentrés chez eux. Lorsque Armstrong, Aldrin et Collins quittent leur quarantaine et réintègrent la vie publique, ils deviennent instantanément les symboles vivants de l'exploit ultime de l'humanité au XXe siècle. Mais si Apollo 11 marque une fin, celle de la course à la Lune, elle inaugure aussi un commencement. Car la trace laissée sur le sol lunaire ne s'effacera pas, ni dans la poussière du régolithe, ni dans la mémoire collective de notre espèce. Au cours des mois qui suivent leur retour, les 3 astronautes entament une tournée mondiale baptisée Giant Leap Tour. En moins de 45 jours, ils visitent 24 pays, sont accueillis par des chefs d'État, acclamés par des millions de personnes. À Paris, Rome, Mexico, Tokyo ou Kinshasa, c'est la liesse. Partout, des foules célèbrent ce voyage comme une victoire non seulement américaine, mais humaine. À chaque escale, ils entendent le même message. Vous n'avez pas marché pour vous seul, vous l'avez fait pour nous tous. Dans les années qui suivent, la NASA poursuivra les missions lunaires jusqu'à Apollo 17 en 1972. Chaque équipage repoussera les limites. Séjours plus longs, véhicules lunaires, expériences scientifiques avancées. Mais aucun ne retrouvera la magie brute et tendue de ce premier alunissage. Apollo 11 demeure l'instant fondateur. Sur le plan scientifique, les retombées sont nombreuses. Les 21,5 kg de roches lunaires ramenées par Armstrong et Aldrin seront minutieusement analysés. On découvrira que la Lune est très ancienne, plus de 4,5 milliards d'années, et probablement issue d'un gigantesque impact avec la Terre. Le réflecteur laser qu'ils ont installé fonctionne encore aujourd'hui. Des tirs laser depuis la Terre continuent de renvoyer leur lumière sur ces miroirs, confirmant que la Lune s'éloigne lentement de notre planète. Sur le plan technologique, Apollo aura transformé à jamais les systèmes embarqués, la miniaturisation électronique, les télécommunications, l'informatique temps réel. Des technologies nées pour la Lune irriguent aujourd'hui les avions, les hôpitaux, les satellites, l'Internet. Mais l'héritage le plus profond reste symbolique. En 1969, pour la première fois, l'humanité a quitté sa planète natale et posé le pied sur un autre astre. Cette audace a élargi notre horizon mental. L'image de la Terre, suspendue dans le vide, depuis l'orbite lunaire minuscule, bleue, fragile, a contribué à faire naître une conscience planétaire. De nombreux pionniers de l'écologie, des droits humains ou de la paix ont dit ensuite que cette vision avait été une révélation. Il n'y a pas de frontières depuis la Lune. Armstrong, resté discret toute sa vie, refusera de se considérer comme un héros. Il dira souvent qu'il n'était qu'un des nombreux rouages d'un immense projet collectif. Buzz Aldrin deviendra un défenseur passionné de l'exploration spatiale habitée, militant activement pour des missions vers Mars. Michael Collins, poète à ses heures, écrira un des récits les plus sensibles de cette épopée, insistant sur la beauté de la solitude orbitale. Quant à l'humanité, elle n'est pas retournée sur la Lune depuis 1972. Mais Apollo 11 demeure la preuve éclatante que nous pouvons dépasser nos conflits, unir nos intelligences et accomplir des actes que seule la science-fiction osait imaginer. Ce récit nous rappelle que, même face à l'impossible, le courage, la préparation et la persévérance peuvent triompher. Si l'humanité a réussi à envoyer des hommes sur la Lune,
avec les moyens de l'époque, alors chacun de nous peut, à son échelle, viser plus haut. Nos projets, aussi ambitieux ou incertains paraissent-ils, deviennent accessibles dès lors qu'on choisit de croire, de s'entourer et de ne pas abandonner. J'espère que ce voyage t'a plu, que tu as pu t'y laisser porter et ressentir à travers l'histoire un peu de silence, de vertige et de beauté. Bonne nuit et à bientôt pour d'autres histoires pour rêver.